Donc, les exigences sur les constituants de la 206.1. Par rapport au choix du ciment, le choix du ciment doit prendre en considération les contraintes d'exécution de l'ouvrage, l'utilisation finale du béton, les conditions de cure, c'est-à-dire le séchage en surface pour des planchers, c'est-à-dire par rapport aux conditions météo, s'il fait trop chaud ou trop froid. S'il fait trop chaud, surtout, on va venir mettre un produit de cure pour retarder la prise du béton. Les dimensions de la structure, le développement de chaleur par exemple, pour par exemple les socles d'éoliennes, les agressions environnementales auxquelles la structure est exposée, la réactivité potentielle des granulats aux alcalins des constituants. Le choix des granulats, justement, le type, la dimension et les catégories de granulats doivent être sélectionnés en tenant compte des contraintes d'exécution de l'ouvrage. Ça dépend. Si je coule un poteau avec beaucoup d'armature, il va me falloir des granulats plus petits pour qu'ils puissent passer entre les diverses armatures, par exemple. L'utilisation finale du béton, les conditions environnementales auxquelles sera soumis le béton, bien sûr. Les granulats jouent aussi leur rôle. De toutes les exigences liées au traitement de surface qui seront appliquées au béton frais ou durci, dépendra le choix des granulats. Le maximum de la dimension nominale supérieure des granulats, Dmax, est sélectionné en prenant en compte l'épaisseur d'enrobage et la dimension minimale des sections. Alors, les valeurs limites spécifiées applicables à la composition et aux propriétés des bétons. La norme 206.1 définit des valeurs limites spécifiées relatives à la composition et aux propriétés du béton en fonction de chaque classe d'exposition dans deux tableaux, NAF1 et NAF2. Les tableaux NAF1 et NAF2 précisent en fonction de chaque classe d'exposition le rapport eau efficace liant équivalent maximal au liant, donc au ciment, voilà, la classe de résistance minimale du béton, la teneur minimale en air, le cas échéant. Voilà. Donc, ce que l'on a par exemple, à propos d'un béton, un XC1 en C2025 qui devrait avoir une teneur minimale en ciment de 260. La teneur minimale en air n'est pas précisée. Et si par exemple je prends un béton avec l'attaque gel-dégel, un XF2 on va dire, pour du C2530, il va me falloir 300 kg au minimum de ciment. Tout ça, c'est la préoccupation de l'ingénieur béton, ce sera prescrit, c'est des informations pour vous, c'est pour comprendre un petit peu ce qu'il y a dans cette norme. Voilà, donc ensuite, vis-à-vis de l'eau, absorption d'eau maximale en pourcentage. Donc, on a donc ce qui est donné ici. Bon, ne retenez pas ça spécifiquement. Je vous laisse la diapo. Vous pourrez la lire si ça vous intéresse, mais il n'y a rien de capital à comprendre tout cela. Voilà. Donc après, comment on s'y prend pour définir la conception performantielle? La norme 206 prévoit que les spécifications relatives aux classes d'exposition puissent être définies en utilisant des méthodes de conception performantielle. Donc en France, ces concepts sont appliqués pour différentes agressions, c'est-à-dire que le béton soit performant pour la durée de service de l'ouvrage que l'on va réaliser en béton. Donc on a défini différentes agressions. L'alcali-réaction, concerne les recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction pour une certaine agression, voilà. Le gel, recommandation pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel. Et la carbonatation et pénétration des chlorures dans un guide qui date de 2003. Voilà. En ce qui concerne les contrôles de conformité, la norme 206 définit les bases d'un système qualité du producteur. Elle fournit des critères statistiques de conformité et les règles d'évaluation. Le contrôle de conformité du béton vise à vérifier la conformité du béton avec les spécifications.
Donc bon, tout ça c'est défini dans la 206, je veux dire ça concernera plutôt le producteur. Voilà. Il est défini par un plan d'échantillonnage précisant le nombre et la fréquence minimum d'éprouvettes, comment on va organiser les prélèvements, un plan d'essai de contrôle définissant les essais à effectuer, par exemple au bout de 24 heures, de 48 heures, de 96 heures, au bout de 28 jours, de 96 jours, etc. Des critères de conformité permettant d'exploiter les résultats pour attester de la conformité, par exemple. Voilà. Alors, au niveau de la production, tous les bétons doivent être soumis au contrôle de production sous la responsabilité du producteur. Il inclut la sélection des matériaux, il faut des matériaux propres et inertes au niveau des granulats et un ciment de qualité. Donc, la formulation du béton, très importante. Et la production du béton, comment il s'y prend, comment il va brasser pendant 5 minutes, 13 minutes, 14 minutes, tout ça c'est défini, et il va expliquer comment il va s'y prendre, les inspections et les essais, tout ça est défini clairement. Il doit être défini clairement par le producteur. L'utilisation des résultats des essais et les constituants sur le béton frais et durci et sur les équipements. Le cas échéant, il porte également sur l'inspection du matériel de transport du béton frais. Voilà, on veut être sûr que les camions toupies sont aptes à faire le travail. Et le contrôle de la conformité, comment il est déterminé.